Le développement de ce réseau inaugure une nouvelle ère dans le domaine de l'information. Mais l'avènement de Twitter permet aussi à ses utilisateurs de faire valoir leur opinion. Florent Latrive, journaliste à Libération, a pu constater ce phénomène. En octobre 2009, Jean Sarkozy se porte candidat à la présidence de la structure qui gère le quartier d'affaires de la Défense, l'EHPAD. Rapidement, c'est la polémique. Si l'affaire a fait la une de toute la presse, c'est parce qu'auparavant, sur Internet, via Twitter, des milliers d'internautes ont manifesté leur mécontentement. L'affaire, elle démarre la semaine avant le 12 octobre, où on se retrouve avec cette candidature à l'EHPAD du fils Jean Sarkozy, tout simplement, et qui fuite du côté du Point, un peu sur le web, mais sans faire beaucoup de remous, il n'y a même pas beaucoup de réactions politiques. Et en revanche, sur Internet, ça commence à buzzer un petit peu. À ce moment, Florent Latrive ne le sait pas encore, mais il va jouer un rôle dans l'emballement médiatique de cette affaire. Le vendredi soir, moi je rentre chez moi après une journée de boulot classique, et j'avais un message sur mon répondeur, je me faisais engueuler par une amie qui disait « Mais qu'est-ce que vous foutez dans la presse? Vous traitez pas cette histoire de Jean Sarkozy, c'est un scandale, c'est du népotisme. » Il était 11h, je me retourne dans mon ordinateur, je bouquine quelques trucs sur l'histoire de Jean Sarkozy, et puis ça m'agace, ça m'amuse, et je réagis sur Twitter en faisant 3 petites phrases comme ça, en imaginant Jean Sarkozy, la tête de l'Académie française, Jean Sarkozy, la tête d'Orange. Aussitôt, d'autres utilisateurs se prennent au jeu. En un week-end, des milliers de tweets brocardent la famille Sarkozy. Jean Sarkozy partout a retrouvé la 7e compagnie. Et pourquoi pas Jean Sarkozy partout pour remplacer Domenech? Il y a 3 pays où on hérite du pouvoir de père en fils, Gabon, Corée du Nord et Haute-Seine. Le phénomène est tel qu'un site sera même créé pour les archiver. Et c'est vraiment l'ampleur que ça prend sur le net, comme les journalistes évidemment aujourd'hui sont très connectés sur Internet, ils voient que ça s'enflamme, qu'il y a ce jeu autour de Jean Sarkozy partout, donc dès le lundi, dans les rédactions, il y a des réactions politiques, et puis on se dit, bah oui, mais attendez, le net s'enflamme, il y a quelque chose. Évidemment, les médias, pour le coup, sont perméables à la société, ce qui est logique, écoutent la société. Donc, de fait, Internet est devenu un indicateur, parmi d'autres, d'une certaine température dans la société. Donc Twitter, en ce sens, avec sa capacité comme ça à faire buzzer les choses de façon très, très importante, très rapidement, est un indicateur qui, en l'occurrence, là, a servi d'aiguillon à déclencher un traitement assez fort sur les médias classiques. Avoir un impact, voilà ce que permet Twitter. Avec ce réseau d'informations, les citoyens peuvent dire ce qu'ils voient, faire entendre ce qu'ils pensent, et aussi, vous allez voir, passer à l'action. Tristan Mendès France est documentariste. En juin 2009, il suit depuis son ordinateur la révolution iranienne. Au lendemain de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, les manifestations d'opposants débutent. La réponse du pouvoir est violente. Comme la presse est interdite sur place, les manifestants, dont beaucoup d'étudiants, décident alors au péril de leur vie d'informer eux-mêmes le monde par le biais de Twitter. C'est alors que cette vidéo apparaît sur le net. Quand on voit une vidéo comme ça, on peut pas rester. On réagit, on essaie de réagir. Et Twitter m'a permis de réagir. Tristan Mendès France décide alors d'utiliser le potentiel du réseau d'information et s'implique à son tour dans la révolution iranienne. Cette vidéo, elle a choqué absolument tout le monde, et moi aussi. Sauf qu'elle n'était pas nommée, la personne qui venait de mourir devant cette caméra. Et mon premier réflexe a été d'essayer de retrouver celui qui a mis cette vidéo en ligne pour retrouver ne serait-ce qu'un prénom. Et j'ai réussi effectivement à retrouver la personne qui était un opposant iranien en exil en Europe et que j'ai réussi à le joindre et qui lui a contacté les personnes qu'il connaissait sur place et qui, le premier, m'a donné le prénom. Elle s'appelait Neda. Je viens de contacter celui qui a mis la vidéo en ligne de la jeune fille. Elle s'appelait Neda. J'ai tweeté cette information et je dois dire que peut-être 1 ou 2 heures après, le nom Neda
grâce à Twitter et le buzz international qu'il y avait eu, est arrivé à la une de tous les médias internationaux, CNN, BBC International et Al Jazeera. Grâce à Tristan, le nom de Neda est maintenant connu de tous. Le jour de son enterrement, les opposants venus nombreux rendent hommage à cette jeune femme, victime innocente de la répression. J'ai réalisé qu'elle était devenue une icône et qu'on en avait tous fait une icône. Et de façon assez surprenante, j'ai l'impression d'être moi-même devenu un opposant iranien. Pas simplement un spectateur de ce qui se passe là-bas, mais de participer au combat de ceux qui luttent contre un régime absolument immonde. Devenir un acteur de l'actualité. Être capable de s'impliquer dans un événement à des milliers de kilomètres de chez soi, par simple conviction ou solidarité. Voilà la nouveauté et la véritable force de Twitter. Pour autant, le célèbre réseau d'information n'est pas sans défaut. Souvenez-vous, pour s'inscrire sur Twitter, il faut un pseudonyme. Or, rien n'empêche un utilisateur d'usurper une identité. Exemple avec Nicole Kidman. Lorsque vous cherchez son compte Twitter, il n'y a pas moins d'une dizaine de comptes portant son nom. Sur Twitter, n'importe qui peut prendre le nom de n'importe qui d'autre et raconter n'importe quoi. Un problème auquel est confronté quotidiennement Julien Pain. Pour moi, il n'y a pas d'information tant que c'est quelqu'un qui la balance sur Twitter. C'est pas une information, c'est quelque part un indice sur peut-être ce qui se passe. Mais tant qu'il n'y a pas eu un travail de vérification de l'info, il n'y a pas d'information. Une vérification qui n'est pas toujours aisée lors d'événements en direct. Le 5 novembre 2009, une fusillade éclate à l'intérieur de la base militaire de Fort Hood, au Texas. Aussitôt, les chaînes d'information en continu couvrent l'événement, mais peu d'informations filtrent. Sur Twitter, il y avait quelqu'un qui semblait tweeter de l'intérieur de cette base militaire américaine et qui donnait des informations en temps réel. Donc elle envoyait des photos en disant voilà, je suis à l'hôpital, je vois les personnes arriver, les blessés, il y a un tireur. Sauf qu'elle était bien là où elle disait. Mais le problème, c'est qu'elle a sorti des informations qui étaient complètement fausses. Et des informations qui ont été reprises par des grands médias américains. Le problème, c'est qu'elle a aussi annoncé la mort du tueur, par exemple. À un moment, elle a dit voilà, c'est bon, il est mort. Ou alors, elle a dit aussi, il y a deux tireurs. Information complètement fausse, et simplement parce qu'on est dans une immédiateté, dans la volonté de faire un scoop absolu, d'être avant les autres, les gens ont balancé l'information sans la vérifier. Donc parfois, je le répète, il faut accepter de ne pas faire le scoop peut-être, d'aller un peu plus lentement que les autres, de ralentir un peu Twitter et de tirer un peu sur les rênes, mais à l'arrivée, d'être sûr de publier des informations qui sont vérifiées correctement. Malgré les inquiétudes que peut susciter Twitter, le réseau se développe un peu plus chaque jour. Pour les créateurs du site, l'objectif est maintenant d'en faire une entreprise qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, Twitter est gratuit pour tout le monde, cela risque de ne pas durer. Maintenant, en 2010, on va se focaliser sur la rentabilité et le lancement d'une plateforme de revenus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera très innovant. Nous voulons un schéma complet. Il y aura de la publicité non traditionnelle et puis une approche commerciale qui permettra aux entreprises d'avoir un retour chiffré sur leur succès sur Twitter. Et ça peut même aller jusqu'à des comptes payants. L'année 2010 sera l'année de vérité pour Twitter. Si elle parvient à devenir rentable, la société pourrait bien atteindre son but désormais affiché, atteindre 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2013 et devenir ainsi le pouls de la société. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre l'oiseau gazouiller.